le sentiment que nous avons au niveau de l'Observatoire, c'est qu'on n'est pas sur la 3e ou la 4e révolution industrielle, on est sur la fin de l'ère industrielle et au début d'une nouvelle ère qui est en train de se construire progressivement. Alors on peut l'appeler digital, numérique, émergence d'une économie du savoir, de la connaissance collaborative, on peut lui donner plein de noms différents, mais en tout état de cause, ce dont nous sommes convaincus, c'est que finalement on est en train de rentrer dans un nouveau monde et qu'un certain nombre des repères qui ont prévalu jusqu'à présent sont en train de disparaître progressivement, dans le même temps que de nouveaux se mettent en place. La difficulté, c'est qu'effectivement, comme dans toute phase de transition, on n'a pas de repères, on n'a pas de mode d'emploi, on n'a pas de marche à suivre, et que du coup on apprend en marchant, avec tout ce que ça embarque finalement à la fois de fantasmes et de craintes, que l'on peut retrouver, Thierry en parlait à l'instant, à divers degrés dans des mouvements sociaux qui peuvent marquer notre époque aujourd'hui. Mais comme ça avait déjà été le cas en 1789 en France ou 1776 aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la révolution agricole avant la révolution industrielle, on pense que finalement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais ça va durer encore quelques années, et l'émergence d'une nouvelle manière de concevoir la façon de vivre ensemble et également de produire l'ensemble des biens et des services nécessaires à notre société. Alors sans aller plus loin là, dans le discours, je vais donner le mulot à Michel qui va présenter les points saillants de l'étude. Oui, bonjour à tous. Que deviennent les métiers de l'assurance au temps du digital? C'est cette question qui nous a intéressés dans cette étude. Nous avons en effet demandé à 120 professionnels réunis dans 17 ateliers métiers et dans le cadre avec des travaux suivis par un comité de pilotage qui s'est réuni à quatre reprises, nous avons tenté de répondre à cette question. Alors, les entreprises, un grand merci à toutes les entreprises qui ont contribué à ces réflexions. Elles sont nombreuses et variées, comme vous le voyez. Et un merci tout particulier aux représentants des directions des ressources humaines qui ont participé au comité de pilotage et qui, dans le même temps, ont fait le lien entre nos travaux et les salariés de leur entreprise qui participaient à ces ateliers. Nous avons pu organiser comme ça ces 17 ateliers sur les 5 entre février et juin, avec une cadence relativement soutenue, de manière relativement fluide, et on le doit beaucoup à leur médiation et à leur intervention. Merci à eux. Alors, traditionnellement, sur ce sujet du digital, nous l'abordons depuis 4-5 ans, et de tradition, quand nous rentrons dans ce sujet, on y rentre toujours par la technologie. On identifie une technologie et on se pose la question, quel est l'impact de cette technologie sur les emplois et les compétences. C'est comme ça que depuis 2014-2015, ici même, on a successivement évoqué l'Internet 2.0, puis le Big Data, puis l'intelligence artificielle, le chatbot, la blockchain. Je ne suis pas tout à fait certain que ça soit dans cet ordre-là, mais enfin, grosso modo, c'est toujours la même logique. On voit une balle technologique jaillir en l'air et on court après pour identifier ce qu'elle va pouvoir impliquer dans nos emplois et dans nos compétences. Pour cette étude-là, on a décidé de procéder d'une manière un peu différente et de prendre du recul. Et la question à laquelle on a voulu répondre, c'est qu'est-ce qu'a changé le digital sur nos manières de faire. Et la démarche que l'on a retenue pour instruire cette question, c'est tout simplement de passer en revue nos 15 familles de métiers qui s'affichent à l'écran, qu'il s'agisse des familles qu'on appelle cœur métier, ce sont les boules en rouge que vous voyez, soit les familles support, soit les familles de pilotage qui s'affichent respectivement en bleu ou en vert ou inversement. Alors, nous sommes concrètement pour étudier le sujet, nous sommes partis de la nomenclature de 2012. Enfin, notre nomenclature actuelle a été écrite en 2012. Et donc, la manière, juste avant l'apparition de ce qu'il est convenu au tournant des années 2014-2015 pour nous, de ce qu'il a été convenu d'appeler dans notre secteur la transformation digitale. Donc la méthode la plus simple qui nous est apparue, c'est de reprendre notre nomenclature actuelle, écrite avant, juste à la veille de la transformation digitale,
et de demander aux professionnels du secteur de relire ces fiches et de nous dire 6 ans après qu'est-ce que le digital avait changé pour eux, qu'est-ce qu'il est en train de modifier et qu'est-ce qui, suivant leurs anticipations, allait encore bouger dans la manière dont ils exercent leur métier. Et concrètement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons adressé avant l'atelier à ces professionnels la première fiche de la nomenclature, pour ceux qui l'ont à l'esprit. On la voit d'ailleurs s'afficher. Elle comprend 4 rubriques principales. On parle de la mission. Il y a des exemples d'intitulés de métiers. On y décrit les principales activités et on termine par les compétences, les principales compétences attendues. Donc, on a envoyé les fiches aux participants avant la réunion et on leur a demandé de réfléchir, après les avoir lus, à réfléchir à 3 questions. La première question était, quand vous comparez les descriptifs de 2012 avec la réalité actuelle de votre métier, qu'est-ce qui, dans la fiche, donc vous voyez, c'était extrêmement concret, qu'est-ce qui, dans la fiche, devrait être supprimé, modifié ou ajouté? Deuxième question, le digital a-t-il déjà changé vos manières de travailler? Quelles autres évolutions anticipez-vous dans les 3 prochaines années? Et puis, troisième question, quelle est la conséquence de ces évolutions sur les compétences requises? Voilà. Donc, les 17 ateliers ont suivi un même protocole. Dans un premier temps, nous présentions en introduction quelques chiffres clés sur le terrain des effectifs, des recrutements, des qualifications, de l'évolution de la famille de métiers au cours des 5 dernières années. C'était déjà l'occasion de recueillir des participants, des réactions, des impressions face à telle ou telle tendance, soit de la famille dans son entier, soit de telle ou telle sous-famille. Et puis, dans un deuxième temps, et là on rentrait dans le corps principal de l'étude, nous avons distribué, donc nous avons travaillé sur chacune des sous-fiches, des fiches des sous-familles. Et donc, suivant les familles, il y a des familles avec 2 sous-familles, d'autres en avaient 3 ou 4, ça dépendait des ateliers. Et nous avons procédé donc, sous-famille par sous-famille, à ce balayage systématique. Voilà. Alors, lorsqu'on fait ce type d'exercice, une des questions que beaucoup de participants nous posent au tout début de l'atelier, mais qu'est-ce que vous entendez par digital ou qu'est-ce que vous entendez par numérique? Voilà. Alors la réponse est très simple. Notre question, c'était qu'est-ce qui a changé? Alors, lorsqu'on regarde leurs réponses, naturellement, ce qu'on appelle les outils numériques ou les technologies occupent une grande place, naturellement, dans les transformations du travail, mais elles n'occupent pas toute la place. Il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs d'ordre, par exemple, réglementaire. Nous avons ici même parlé, c'était en juin dernier, lors de la présentation du baromètre prospectif, nous avons parlé d'une révolution réglementaire dans l'assurance qui était au moins aussi importante que la révolution digitale. Il y a également d'autres dimensions que strictement technologiques, comme des évolutions sociétales qui sont extrêmement importantes. Donc, lorsque les participants nous ont posé cette question, on leur a répondu « Ne vous posez pas cette question. Dites-nous simplement ce qui a changé. On fera après le tri, si tant est qu'il y a un tri à faire. » D'où le sens du titre de l'étude, les métiers de l'assurance au temps du digital. Au temps du digital, oui, parce que naturellement, le digital occupe une place importante pour qualifier l'époque. Mais au temps du digital, je dirais seulement parce qu'il y a d'autres éléments que le numérique qui rentrent aussi pour comprendre et puis pour expliquer cette époque. Donc le temps du digital, dans tout ce qui suivra, c'est une sorte d'étiquette que nous posons sur un assemblage, une dynamique, un interjeu entre des facteurs
très hétérogènes, très différents, dont une partie, mais une partie seulement, est numérique. Alors, si on fait le total de ces réunions, c'est plus de 60 heures d'échanges que nous avons enregistrées et que nous avons systématiquement retranscrites, mot pour mot. C'est l'équivalent, pour donner un ordre d'idée, de 400 pages. 400 pages écrites, dans lesquelles les gens réagissent, commentent les fiches, s'interpellent, débattent, s'accordent, ne s'accordent pas. Enfin, voilà. Donc c'est un matériau extrêmement riche. Et ce matériau est tellement riche que lorsqu'on a les 400 pages en main, il se prête à différents traitements. Alors le premier traitement, c'est un traitement qu'on pourrait appeler transversal. Il répond à la question, au fond, lorsqu'on met bout à bout ces 15 familles de métiers, qu'est-ce que l'on retrouve d'une famille de métiers à l'autre? C'est-à-dire quelles sont les tendances, les phénomènes qui ne sont pas spécifiques à telle ou telle famille de métiers, mais que l'on retrouve dans toutes les composantes et toutes les dimensions de l'entreprise. Et c'est ce à quoi correspond, c'est à cette question-là précisément, que nous répondons dans l'étude que nous publions aujourd'hui et que je vais vous présenter, les métiers de l'assurance au temps du digital, cette vision de qu'est-ce qui est commun, transversal, dans cette dynamique d'ensemble au niveau des familles d'assurance. Nous avons fait le choix, parce qu'on avait une matière extrêmement riche et que ce n'était pas raisonnable de chercher à tout transmettre en une seule fois, nous avons fait le choix de reporter à des travaux ultérieurs 2 autres types de traitements. Le deuxième type, c'est un type qui, par opposition à transversal, on pourrait appeler vertical, c'est-à-dire par famille de métiers. Et donc, nous avons déjà engagé, et nous allons poursuivre en 2019, on vous en dira quelques mots tout à l'heure, des monographies ou des événements par famille de métiers, de sorte à rendre compte des échanges, des travaux qui se sont déroulés dans chacune de ces familles de métiers et que l'étude transversale, dans son format, ne pouvait pas accueillir, sauf à amputer une partie importante de leur richesse. Et puis, il y a un troisième type de traitement que cette étude nécessairement appelle. C'est un traitement sur la nomenclature. Alors, j'ai dit que nous avions utilisé la nomenclature des métiers comme un outil d'animation et de questionnement des groupes de travail. Il était clair pour nous qu'en 2018, nous n'avions pas l'objectif ni l'ambition de réécrire la nomenclature. Il se trouve simplement que lorsqu'on demande à 120 professionnels leurs observations sur une nomenclature qui elle-même a été écrite avant la révolution digitale, lorsqu'on fait cet exercice, on peut s'attendre à ce qu'à l'issue des 17 ateliers, on trouve que telle ou telle famille, voire l'ensemble des familles, a quelque part un peu subi l'usure du temps et qu'un travail de réactualisation soit nécessaire. Sans surprise, à l'issue de ces travaux, c'est bien ce qui se confirme. Et donc, 2019 sera une année où il y aura des réflexions à faire sur ce sujet. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Alors, pour présenter le plan de cette présentation va s'articuler en quatre grandes parties qui épousent, et dans leur structure et dans le contenu, les grandes têtes de chapitre de l'étude. Alors, dans le cas d'une présentation comme celle-ci, on est naturellement tenu de présenter les points saillants sans pouvoir rentrer dans le détail et la chair de chaque chapitre. Mais sachez que ce que vous verrez à l'écran, c'est vraiment les résumés des têtes, c'est vraiment les titres clés des têtes de chapitre. Donc, si vous souhaitez sur tel ou tel point ou tiroir aller plus loin, ça correspond dans le texte à un chapitre. Il y a dans le texte un chapitre correspondant.
Alors, ce par quoi nous allons ouvrir la présentation, c'est une identification des déterminants de la transformation digitale et le rôle que jouent dans cette transformation, le rôle spécifique que jouent les outils numériques. Au fond, qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Est-ce qu'on peut se le représenter de manière simple et concrète? Une fois qu'on aura identifié ces déterminants, on abordera un deuxième point, à savoir les entreprises font face à ces évolutions. Elles doivent s'adapter à cette nouvelle donne et on a identifié un certain nombre de mécanismes par lesquels les entreprises s'adaptent à cette nouvelle donne, se mettent quelque part en mouvement pour répondre aux défis que leur pose ce nouvel environnement. Ces mécanismes, ils vont avoir des effets. Ils vont d'abord avoir des effets sur les métiers, c'est-à-dire concrètement sur le contenu des emplois. Et puis, ils vont avoir des effets également au travers de cette mutation des emplois sur les compétences et les compétences requises. Donc, c'est suivant ce cheminement qu'on va dérouler la présentation de cette étude. Alors, on commence par les déterminants de la transformation digitale et le rôle que jouent les outils numériques. Alors, la liste des facteurs à l'origine de la transformation des métiers est longue. Nous avons cependant, lorsqu'on regarde les entretiens, il nous semble toutefois qu'on peut les ramener à 3 causes essentielles, quelles que soient les familles de métiers. D'abord, tous les métiers, quels qu'ils soient, nous parlent de l'exigence des clients qui attendent de plus en plus une réponse personnalisée et immédiate. Qu'il s'agisse de l'assuré dans sa relation avec les salariés de l'assureur ou qu'il s'agisse de ses salariés eux-mêmes à l'égard de leurs collègues ou de prestataires externes, le même impératif s'impose. En interne comme en externe, les processus standardisés qui ne servent pas ces aspirations nous sont de plus en plus insupportables. En tant que client ou en tant que salarié, nous demandons tous des réponses personnalisées et immédiates, et cela va avoir de très très grandes conséquences. Le deuxième point qui est au cœur des phénomènes que nous étudions, c'est l'interdépendance. On a été très frappé, lorsqu'on fait l'analyse des 400 pages, on est très frappé par l'interdépendance entre les directions et les métiers dans le quotidien, non pas uniquement dans la conduite des projets, mais tout simplement dans le fonctionnement ou dans l'exploitation quotidienne. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on disait que l'entreprise devait se désiloiser. Lorsqu'on écoute les collaborateurs que l'on a réunis, en tout cas, je ne sais pas si on est au bout de la démarche, certainement pas, mais on a vraiment l'impression qu'on a quand même fait de gros progrès. Que ce soit dans des projets transverses, mais aussi dans l'exploitation courante, il est de moins en moins possible, dans un endroit particulier, de faire quelque chose sans être dépendant de quelqu'un d'autre, ou de devoir tenir compte des conséquences de sa propre action sur ces autres. Pour prendre une image, l'entreprise ressemble à un Rubik's Cube, impossible de bouger une ligne sans continuellement et rapidement se réajuster avec toutes les autres. Troisième point que nous avons retenu pour essentialiser un peu ce qui est à l'origine de cette transformation digitale, il est de nature un peu différente des 2 premiers. C'est tout simplement l'inflation réglementaire et normative dont nous avons parlé ici même au mois de juin, j'en parlais tout à l'heure, mais dont il se confirme véritablement qu'elle est omniprésente dans toutes les familles de métiers. Alors, lorsqu'on fait ce balayage-là, je n'ai pas encore utilisé le mot d'outils numériques et de technologie. Il est clair que ces phénomènes-là n'existeraient pas si en arrière-plan, il n'y avait pas le rôle des outils numériques.
Alors, ce rôle des outils numériques, il est multiple et il est parfois de sens contraire. Dans l'étude, on trouve des exemples où clairement les outils numériques automatisent et facilitent le transfert des tâches jusqu'à les faire disparaître. Et puis, à l'autre extrême, on voit des outils numériques qui ouvrent la perspective de développement d'activités nouvelles. Par exemple, dans une activité traditionnelle, l'activité de règlement en gré à gré, par exemple en IRD, serait par exemple problématique si le conseiller n'était pas augmenté, comme on dit aujourd'hui, par des outils d'évaluation des sinistres. Dans un autre domaine, on en a déjà parlé ici même, l'intelligence artificielle ouvre par exemple la perspective du développement de nouvelles activités, peut-être de nouveaux emplois dans la lutte contre la fraude, parce qu'effectivement, des algorithmes en amont de l'intervention du conseiller auront permis effectivement de préparer son travail, de le caler et de l'inciter à investir cette activité avec des chances raisonnables de parvenir à un résultat. Entre ces deux extrêmes, on voit des outils numériques qui remplissent des fonctions multiples, faciliter la coordination collective, ouvrir la possibilité de nouvelles organisations du travail, démultiplier les savoirs accessibles depuis le poste de travail et largement diffuser de nouvelles habitudes. Donc on voit bien qu'il y a là il y a les applications des outils numériques aujourd'hui, il y a tout le potentiel des outils numériques, et donc naturellement la question qui n'est pas une question technique, mais qui est une question d'organisation et ultimement une question politique au sens de vie de la cité, c'est qu'est-ce que les collectifs, qu'est-ce que les entreprises décideront, de quels usages décideront-elles par rapport à ces outils. Alors, si on considère cette révolution numérique, qu'est-ce qui la distingue des précédentes? Qu'est-ce qui la distingue des précédentes? Parce qu'au fond, l'histoire de l'assurance depuis 50 ans, c'est une histoire de succession de révolutions digitales ou numériques, avec des technologies différentes, à des époques différentes, mais au cœur de la transformation, il y a toujours eu des histoires d'ordinateurs, de digital, d'information. Oui, justement, le premier ordinateur mis en place dans une société d'assurance, je ne sais pas si vous savez à quand ça remonte, est-ce que quelqu'un connaît la date? Il y a un yo-yo en bois du Japon à gagner. 1958, à la Compagnie Générale. Donc là, on parlait d'ordinateur électronique, donc vous voyez que ça commence à dater un peu. Voilà. Et pourtant, il nous semble que cette révolution numérique-là, elle a quand même des spécificités. Une des questions que pose cette nouvelle vague digitale, et pour nous elle nous apparaît vraiment comme une question centrale, c'est dans ce contexte où les réponses doivent être personnalisées, délivrées dans des temps de plus en plus courts, permettre d'accorder des intervenants de plus en plus nombreux, hétérogènes, qui travaillent de plus en plus à distance, pas nécessairement à l'intérieur des mêmes structures juridiques. Il nous semble que ce qui fait vraiment l'originalité de cette dernière vague, c'est la manière dont, cette fois, les organisations et les entreprises d'assurance répondent à cette question. Comment, très bête, comment on se coordonne efficacement ensemble pour produire, sous des contraintes fortes, un résultat qui soit de la meilleure qualité. Alors, dans les années 2000, à l'occasion de la révolution numérique précédente, on avait vu les technologies numériques servir l'industrialisation de l'assurance. Désormais, traditionnellement, dans l'assurance, on avait deux grands modes de coordination historiques. Le premier, c'était la supervision hiérarchique. On mettait des empilements de chefs et c'est eux qui assuraient les réglages. Et puis aussi, pas très loin, on avait le deuxième grand mode de coordination, c'était la standardisation. Alors, à l'origine, c'était plutôt des standardisations d'ordre bureaucratique. Sur la période récente, c'était plutôt des standardisations via notamment les outils numériques.
ce que l'on voit dans les témoignages, c'est que ces deux modes très très anciens de coordination, il est clair qu'aujourd'hui, ils touchent leurs limites. On n'arrive plus à faire fonctionner les sociétés sous des contraintes pareilles en misant sur le chef ou en misant sur la procédure. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est de voir l'émergence d'un troisième mode de coordination qui historiquement n'est pas nouveau parce qu'on en trouvait déjà des traces il y a plusieurs années, voire décennies, mais là qui de coup prend une importance centrale. Et ce mode, c'est tout simplement le mode de ce qu'on va appeler par la suite tout simplement l'ajustement mutuel. Et vous voyez que dans la logique de l'ajustement mutuel, ce que ça évoque derrière, c'est qu'à un moment donné, des personnes ou des organisations ou des métiers en situation eh bien, font des allers-retours entre eux, tâtonnent, recherchent, s'ajustent mutuellement aux contraintes, aux intérêts et aux découvertes de l'autre pour essayer de bâtir les meilleures solutions possibles. Et s'il y avait, je dirais, un marqueur de cette transformation digitale qu'il fallait dégager, au terme de la lecture, de l'écoute de ces échanges-là, c'est bien, selon nous, cette logique de l'ajustement mutuel qu'il faudrait probablement mettre en exergue. Alors, cet ajustement mutuel, il va se traduire par des mécanismes d'adaptation à l'environnement digital, c'est-à-dire que des mécanismes par lesquels, effectivement, les anciennes organisations, les anciens emplois, bien, quelque part, se remettent un peu en mouvement, se déstructurent un peu, se recomposent beaucoup pour essayer de répondre aux nouveaux défis auxquels ils doivent répondre. Et ces mécanismes-là, on avait identifié, alors naturellement le comptage n'est pas une science exacte, mais en tout cas on a mis en évidence 7 mécanismes d'adaptation à l'environnement digital, c'est-à-dire concrètement 7 manières de répondre à la question comment peut-on faire travailler des gens aussi différents ensemble de manière efficace, c'est-à-dire pour délivrer le résultat attendu, et efficiente, c'est-à-dire en y passant ou en y consommant le moins de ressources possible. Et donc ce sont ces 7 mécanismes dont vous voyez apparaître les titres dans l'étude que l'on va passer en revue. Alors, une première manière de rendre la coordination moins coûteuse, ça peut consister à mettre à disposition des outils pour que la collaboration prenne le moins de temps possible. C'est-à-dire que par ce biais-là, on évite l'interaction physique directe et on utilise la médiation d'une interface pour s'accorder ensemble. Notamment dans la logique du self-care, l'entreprise met par exemple à disposition des outils à la disposition du client pour qu'il fasse les choses par eux-mêmes. Cette logique du self-care, elle se déploie dans la relation externe, dans le domaine de la gestion des contrats ou de l'indemnisation notamment, où on voit maintenant de plus en plus apparaître des outils de self-care dans le domaine de la gestion des petits sinistres. Le self-care était apparu dans d'autres domaines, plutôt dans la gestion de contrats, par exemple, l'actualisation des contrats. Dans l'atelier indemnisation, on la voit maintenant pénétrer le domaine de l'indemnisation, notamment pour des entreprises qui proposent des solutions self-care, par exemple pour des bris de glace. Elle diffuse, à côté de ces usages externes, elle diffuse également, cette logique du self-care diffuse en interne. Typiquement, on voit beaucoup de métiers support, comme la DRH ou la logistique, rendre leurs prestations accessibles suivant ce mode. Et si on va un peu plus loin, rendre des prestations inaccessibles en dehors de ce mode. Deuxième mécanisme que l'on a identifié est le suivant. Il est généralement plus facile de se coordonner avec soi-même qu'avec les autres. Et donc, une autre manière de rendre la coordination inutile est de réunir sur une même tête
des tâches qui repéraient par le passé des interventions multiples. Par exemple, à la place des coûteux va-et-vient entre la vente et la production, le commercial et la gestion, pardon, le commercial, désormais équipé d'outils digitaux, assure la complétude du dossier chez le client avec une intervention des gestionnaires de contrats de plus en plus réduite. Voilà. Donc on voit bien le mécanisme, le commercial est chez le client. Par le passé, il y avait des allers-retours entre le commercial chez le client et puis la gestion des contrats. Il y avait une coordination à trois à faire, puisqu'il y avait le client, le commercial et la gestion des contrats, et ça pouvait durer beaucoup longtemps avec beaucoup d'envois. À partir du moment où, notamment en utilisant les obligations ou le prétexte de la DDA, on numérise et on standardise, là pour le coup, l'échange, l'entretien, la situation de vente chez le client, en numérisant, en digitalisant et en scannant sur place toutes les pièces, le commercial de fait aura assumé l'intégralité du processus sans qu'il n'y ait plus à convoquer dans la chaîne plusieurs intervenants. Un troisième mécanisme que l'on trouvera décrit dans l'étude, c'est que s'il faut se résoudre à interagir ensemble, mieux se connaître les uns les autres peut constituer un investissement utile. L'interdépendance qui caractérise la transformation digitale pousse au développement d'une culture générale et opérationnelle du métier, mais pas de son métier, enfin en tout cas pas uniquement de son métier, mais également du métier des autres. Par exemple, après l'informatique prescriptive d'hier qui matrissait les processus, les processus métiers, l'époque est aujourd'hui à la mobilisation des ressources qui se mettent à leur service. En appui de la configuration de certains postes et de la diffusion de nouvelles méthodes, une culture accrue des métiers est nécessaire aux directions informatiques pour devenir véritablement client-centrique. Cet exemple est dans le domaine de l'informatique, mais on le trouve également dans plein d'autres familles de métiers où, quelque part, pour bien travailler avec les autres, il faut connaître leur métier, leur logique, s'imprégner de cela, pour être soi-même mieux en mesure de leur adresser les bonnes questions, de leur délivrer les bons conseils. Donc ce mouvement, je me mets à la place de l'autre et je connais un peu comment il résonne. Alors certes, il n'est pas entièrement nouveau, mais à l'ère du digital, il prend une importance tout à fait particulière. Le quatrième mécanisme, c'est le même, mais dans le sens inverse. Plutôt que de s'informer sur l'activité des autres, il consiste à développer chez les autres une connaissance des ressources qu'on peut mettre à sa disposition. On voit par exemple des directions logistiques se doter de ressources de commerciaux internes. Qui l'aurait pensé il y a quelques années, pour concevoir et vendre des solutions ajustées aux directions métiers, faire valoir tout ce qu'on peut faire pour vous. À un autre niveau, les individus sont pareillement invités à adopter cette posture d'offre. Dans ce domaine aussi, il ne s'agit plus seulement pour le salarié de répondre à des offres, mais de susciter la demande en affichant les ressources que l'on propose, formation, expérience, centre d'intérêt, motivation. Sur les outils sociaux, par exemple LinkedIn, ou les plateformes d'emploi internes, la capacité du salarié à formuler et faire valoir ses envies, expérience, qualification, savoir-faire, devient en elle-même une compétence stratégique. Une cinquième manière de régler le problème est de construire de nouveaux postes autour même de cette fonction de coordination et de chef d'orchestre. Ainsi, du product owner, dont on va, je pense, reparler dans quelques instants, dans les systèmes d'information, ou du case manager, dans l'indemnisation des sinistres corporels, dont on aura l'occasion de reparler en 2019. Sixième mécanisme qui est extrêmement important, cette problématique de la coordination a entraîné un renouvellement extrêmement important de méthodes des conduites de projet. Plus de 15 ans après sa publication, les 4 valeurs et 12 principes du manifeste pour le développement agile de logiciels sont emblématiques
et comme un résumé de la transformation organisationnelle actuelle. Développement adaptatif, démarche itérative et incrémentale, implication serrée des parties prenantes de la conception à la réalisation, les valeurs et principes de la méthode agile étendent progressivement leur influence à tous les types de projets, bien au-delà des seuls développements informatiques. Dans certaines entreprises, l'aménagement des espaces de travail est conçu pour densifier l'interaction à l'intérieur des équipes et entre les équipes. Dans ces nouveaux écosystèmes d'activité, loin des silos du passé, le marketeur est le voisin de bureau de l'informaticien qui a en face de lui-même l'actuaire, tous concentrés autour des mêmes projets. Loin du formalisme et de la lourdeur de la conduite de projet d'antan, leur réunion dans un même espace autorise des interpellations plus fréquentes, des itérations plus rapides et des ajustements plus immédiats. Septième et dernier mécanisme, enfin, ces valeurs et principes diffusent aussi au management et à la coordination intra-équipe. Après une période de domination sans partage de la supervision hiérarchique, les avancées de l'ajustement mutuel comme mode de coordination managériale, même si elles sont inégales, constituent un des bouleversements majeurs introduits par la transformation digitale. Voilà. Donc si on considère ces sept mécanismes, il y en a probablement d'autres, c'est au travers de ces jeux d'adaptation-là que l'on observe effectivement dans les familles de métiers que l'on a écoutées, quelque chose qui se passe, quelque chose qui se modifie, très souvent d'ailleurs, non pas sur un mode, je dirais, intentionnel, mais plutôt sur un mode, je dirais, adaptatif, de découverte un peu incrémentale, au fur et à mesure que les choses se passent, qui font que, je dirais, d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, on ne voit pas grand-chose. Et puis lorsqu'on fait le zoom arrière sur une période un peu plus longue, les mêmes personnes qui travaillaient se rendent compte que par rapport à 1 an avant, ou 2 ans avant, ou 3 ans avant, la manière dont elles travaillent est quand même devenue extrêmement différente. Alors, ces mécanismes d'adaptation, ils vont avoir des effets sur les métiers. Et là également, on a essayé d'identifier quels impacts sur le contenu des emplois. Alors, le premier impact, c'est la confirmation d'une tendance très ancienne. C'est les activités de pur traitement administratif de l'information disparaissent. Depuis très longtemps, la secrétaire n'est plus dactylo. Aujourd'hui, le comptable a cessé d'être principalement un passeur d'écriture. Dans le domaine de la gestion des contrats, avec l'effet du digital, le volume des tâches d'enregistrement des informations se réduit. Dans tous les métiers, la liste est longue. À la place de ces tâches, d'autres activités sur les mêmes postes nominaux se développent. Le nom du poste est identique, mais après quelques mois ou années d'évolution, son contenu est différent, parfois méconnaissable. Car le deuxième impact de la transformation digitale est l'intégration de rôles transverses dans un nombre de plus en plus élevé de postes. Avec des différences de degré, le phénomène concerne tous les postes, quelle que soit leur classification. Coordonner, piloter, conseiller, anticiper, alerter, veiller, communiquer, accompagner, convaincre, etc. À la différence du traitement administratif ou technique de l'information, ces interventions visent directement à exercer une influence et à orienter l'action de ceux à qui elles s'adressent. Le troisième effet que l'on observe sur le contenu des emplois, c'est à l'intérieur de nombreux métiers des spécialités plus nombreuses. L'hybridation, par exemple, du marketing et du digital génère une dynamique de ce type, avec le Digital Community Manager, l'UX Designer, le Data Marketer, le Web Marketer, le Customer Analytic, le Data Analyst et ou Scientist. Une multiplicité de nouvelles fonctions est apparue, qu'il n'était pas toujours aisé, d'ailleurs, de positionner au sein des référentiels RH. Dans toutes les familles de métiers, on relève des exemples de ce type. Les nouveaux experts en e-learning de la famille RH, les data scientists parmi les actuaires, les nouvelles spécialisations dans l'expertise des sinistres ou dans la communication interne n'en sont que quelques exemples. Cela pose un problème aux nomenclatures car il n'est pas rare que plusieurs familles de métiers puissent légitimement revendiquer les mêmes postes. Quatrième effet,
le travail est de plus en plus orienté vers la formulation, résolution de problèmes. Alors de ce point de vue-là, les métiers de l'indemnisation illustrent tout particulièrement cette tendance. Dans la nomenclature des métiers de la branche écrite en 2012, leur métier consistait à prendre en charge le traitement, la gestion et le contrôle des contrats ou de prestations d'assurance. C'est décrit de la sorte. Dans une grande unanimité, c'est une toute autre finalité que les professionnels réunis dans notre atelier revendiquent. La mise en œuvre d'opérations technico-administratives impersonnelles à laquelle renvoie cette définition de la mission n'est plus d'actualité. Pour eux, la raison d'être de ces métiers tient désormais dans l'écoute du client et la construction de solutions personnalisées autour de ses problèmes. Dans un tel contexte, les termes de chargé de règlement ou d'indemnisation sont jugés trop étroits pour rendre compte de ce qu'est devenu leur travail. D'aucuns pensent même que les mots mêmes, c'est quand même un comble dans l'assurance, d'aucuns pensent même que les mots mêmes d'indemnisateur ou d'indemnisation pourraient demain être effacés des tablettes. Chargé de solutions d'indemnisation, chargé d'accompagnement du client, support et accompagnement des victimes, chargé de relations service-client, conseiller en indemnisation et services sont pour eux les intitulés qui se développent. Après, les trois derniers impacts sont la conséquence de tout ce qui précède. Je passerai plus rapidement. La valeur attendue d'un salarié tient de plus en plus dans la prise en charge du complexe. Nombre de ces situations de travail deviennent aussi des occasions mises à profit ou pas, en tout cas qui ont un potentiel d'apprentissage. Et puis, dernier point qui est extrêmement frappant, c'est que si les différences de finalité et d'expertise entre les métiers demeurent, on a le sentiment d'une convergence croissante entre les identités professionnelles des personnes. Je dirais les sociotypes qu'on pouvait parfois, ou dans le temps, associer à telle ou telle famille de métiers, s'érodent un peu. Et on a l'impression que sous l'effet peut-être d'un brassage plus intense, des traits saillants que l'on arrivait rapidement à repérer il y a quelques années sont peu à peu en train non pas de disparaître, mais en tout cas de s'atténuer. Donc il n'y a même plus de rédacteur sinistre alors. Ah, sinistre avec un S à la fin quand même. C'était mon premier métier donc. Tiens, tu m'envoies le truc, il y a des bêtises. On ne manque pas de sinistre non plus dans l'assurance. Voilà. Alors, au terme de cette reconnaissance, et sans rentrer dans le détail, on peut identifier 4... Tiens, je te laisse gauche. Ça marche. Voilà. On a identifié quatre effets sur les compétences. Alors, dans les échanges, un mot revient souvent dans les échanges entre les professionnels, c'est le mot de posture. La posture en soi, ce n'est pas une compétence, mais pourtant on a l'impression que c'est un peu ce qui précède ou ce qui conditionne le développement des compétences. Le manager qui renonce au commandement traditionnel pour se mettre au service de son équipe, le conseiller technicien à qui l'on demande d'adopter le point de vue du client, l'actuaire qui doit concevoir ses relations avec des non-experts sur un mode plus didactique, l'informaticien qui ne prescrit plus le métier des autres et se met à leur service, le contrôleur de gestion qui se détache du traitement des données pour faire vivre des dialogues constructifs, sont autant d'illustrations de ces déplacements de perspective. C'est une autre manière de faire sens de son travail qui accompagne, voire très souvent, conditionne l'acquisition de nouvelles compétences. Et en termes d'ingénierie de développement, c'est un défi central de trouver les voies et moyens qui conduisent un individu à modifier en profondeur et intimement sa vision du monde pour rentrer dans ces nouveaux jeux. Dans cet environnement, les compétences relationnelles sont trop grossières. Les compétences relationnelles telles que ça fait 30 ans qu'on a l'habitude de les désigner et de les nommer, pour cerner les enjeux d'ajustement mutuel efficace dont nous avons parlé. Qu'on les appelle situationnelles ou collaboratives, des compétences nouvelles doivent être probablement définies et reconnues, identifiées, verbalisées, mises en mots, pour rendre compte des nouveaux enjeux des situations de travail.
De la montée en puissance de ces compétences situationnelles, il ne faudrait cependant pas tirer la conclusion que les exigences techniques diminuent. Dans de nombreux métiers, c'est même l'inverse qui s'observe. Nous rejoignons ici les constats du Conseil d'orientation pour l'emploi qui note que loin d'abaudir les compétences techniques traditionnelles, il est fréquent au contraire que la révolution numérique les rehausse. Compétences techniques d'un côté, compétences relationnelles de l'autre, c'est plutôt ce découpage traditionnel et ce dualisme que la transformation digitale dans l'assurance interroge. Dans beaucoup de situations de travail, ces deux dimensions s'hybrident tellement fortement qu'on a l'impression que chacune d'elles finit par se définir par l'autre. Très bien. Ça marche. Voilà, c'est digital. C'est digital. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. En conclusion, on dit que l'environnement, on a coutume de dire que l'environnement est, suivant la fameuse expression, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ces caractéristiques ont pu donner le sentiment qu'il devenait impossible de se projeter dans l'avenir de manière raisonnée et construite. Après ces 60 heures d'échange et ces témoignages des 15 familles de métiers, il nous semble au contraire que ce qui se déroule sous nos yeux, à défaut d'être simple, est quand même intelligible. Quand on considère l'enchaînement des causes et des effets que nous avons exposés et que résume ce graphique où on a repris les différentes cases, il nous semble qu'on constate qu'il y a une logique quand même dans tout ça qui est à l'œuvre. On aperçoit aussi bien des points qui, pour accompagner les transformations en cours, sont autant de prises pour l'action, des points que les directions générales, les DRH, les partenaires sociaux, les managers et les salariés peuvent, nous semble-t-il, investir pour ne pas subir le digital et trouver ou retrouver une certaine maîtrise. Voilà, merci de votre attention. Merci Michel. Donc c'était extrêmement riche et encore là, on a essayé de vous faire une synthèse très resserrée du sujet. L'intégralité se trouve bien évidemment dans l'étude in extenso, avec quand même une synthèse, et puis avec, alors vous aurez accessible via notre site internet, à la fois cette présentation, mais on a anticipé également pour présenter, en plus du diaporama, sous format page de commentaires, les explicatifs de chacune des diapositives. Donc vous avez sous différents formats la possibilité d'accéder à la substantifique moelle. Et si véritablement la voix enchanteresse de Michel vous fait défaut, il y aura même la vidéo en ligne qui est captée en direct pour vous permettre de revivre ce moment. Donc beaucoup de surprises, beaucoup finalement de choses contre-intuitives qui sont ressorties de ce gros travail d'analyse que l'on a fait avec beaucoup de professionnels de tous les métiers. Il y a au moins, mais là je suis très restrictif, 3 choses qui nous ont véritablement marqué tout au long de cette étude. La première, on ne l'a pas mis ici, et je fais plutôt référence finalement à nos travaux antérieurs, le Romain Rofa qu'on a publié au mois d'octobre, par rapport à la révolution digitale, c'est que le digital ne tue pas l'emploi. De la même manière qu'un fusil n'a jamais tué personne, c'est les décisions politiques qu'on décidera de faire de ces outils qui auront telle ou telle autre conséquence. Mais en tout cas, on ne peut pas marcher contre le sens de l'histoire et la digitalisation de notre société, de notre manière de concevoir l'ensemble des biens et des produits nécessaires à la satisfaction de la société, fait partie de la marche continue de l'humanité. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, quand on regarde ce qui se passe dans notre secteur d'activité, et on a des chiffres quand même extrêmement précis, depuis 1996, on est toujours à 96 ou 98% de taux de réponse dans nos enquêtes, donc c'est quand même très exceptionnel. On voit bien qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'industrialisation ou la digitalisation de nos entreprises et puis l'évolution de l'emploi. Ce sont deux choses qui avancent, alors peut-être et sans doute avec quelques corrélations, mais en tout cas, l'un ne détruit pas systématiquement l'autre de manière directe. Un autre point aussi qui était complètement contre-intuitif, c'est le fait que dans ce contexte de digitalisation, finalement, la technique conserve une part extrêmement importante, voire se renforce. C'est-à-dire que dans le profil attendu
de tout professionnel, avec, Michel l'a dit, hein, les zones de spécialisation qui sont de plus en plus importantes dans tous les métiers. On se rend compte que la technique devient une référence majeure pour atteindre ces objectifs. Ce n'était pas non plus forcément évident. Et puis un autre point aussi qui nous a marqué, c'est le fait qu'on ne peut pas opposer les compétences techniques et les compétences dites transversales. Alors on reviendra sûrement sur ce sujet-là dans la dernière partie de cette présentation, mais j'avais une image à vous proposer. Un bon professionnel, c'est pas uniquement quelqu'un, alors dans le domaine musical, c'est pas uniquement quelqu'un qui est capable de faire ses gammes de musique et d'articuler un certain nombre d'arpèges de plus en plus compliqués. C'est quelqu'un qui est capable de faire passer une émotion pour satisfaire finalement à l'attente de son client interne ou externe. Et pour y parvenir, pour réussir à faire passer cette émotion, nécessairement, il faudra avoir une maîtrise des techniques instrumentales. Mais la technique n'est un moyen au service d'eux, ça n'est pas une fin en soi. Donc, pour être un bon Stradivarius, voilà, il s'agit avant tout de bien comprendre son client et de savoir comment l'atteindre par rapport aux objectifs que l'on a convenus ensemble, précisément par cet ajustement mutuel. Donc voilà quelques éléments importants. Bien évidemment, je vais reprendre l'exposé. Ce que je voulais vous proposer, c'est avant d'enchaîner sur la suite de notre programme, est-ce que vous avez d'ores et déjà une ou deux questions à nous poser sur cette première partie de l'après-midi? Ou est-ce que vous n'avez pas complètement achevé votre digestion? Bah, écoutez, dans ce cas, je vous... Ah, si, Christophe. Voilà, on a une question ici. Attends, on va te passer le micro parce que tu es enregistré, figure-toi. Donc tout ce que tu vas dire pourra être retenu contre toi. Oui, bonjour. Enfin, moi, je me pose une question. On a parlé des métiers qui évoluent, des outils numériques qui sont de plus en plus présents. Et je voudrais savoir, parce que je m'interroge sur un sujet qui est le rôle qu'on donne aux machines et la conséquence que ça peut avoir sur l'éthique dans nos métiers d'assureurs. Je voudrais savoir si vous avez observé des choses qui sont en train d'apparaître et qui feraient qu'on aurait moins de prise sur des décisions qui étaient autrefois humaines. Autrement dit, est-ce que l'outil numérique viendrait prendre une part de la décision à la place de l'humain? Oui, c'est une bonne question. Enfin, on a coutume de dire ça. Je ne te remercie pas de me l'avoir posée. Non, mais de la même manière, quand je dis un fusil n'a jamais tué personne, c'est l'usage qu'on décide d'en faire qui aura tel ou tel résultat. Bien évidemment qu'à un moment donné se posent des questions éthiques, mais telles que l'on s'en est toujours posé au fur et à mesure où on avançait et que le progrès technologique s'imposait de plus en plus dans nos sociétés. Donc ces questions éthiques, bien évidemment, se poseront au fur et à mesure, et puis on les abordera progressivement, mais ce n'était pas extrêmement prégnant dans les groupes de travail qu'on avait. Voilà. Deux choses. Effectivement, dans les groupes de travail, les inquiétudes que l'on voit émerger fortement, notamment sur le rôle des algorithmes et le fait qu'ils soustraient à la liberté, qu'ils soient une nouvelle forme d'imposition de normes et de réduction de nos libertés, n'a pas émergé, probablement parce que à ce stade de développement de l'intelligence artificielle, les personnes qui étaient avec nous n'ont pas encore rencontré ces thématiques. En revanche, il y a quand même un point qui est ressorti dans différents ateliers et qui rejoint un peu quand même cette interrogation, c'est que dans pas mal de métiers, on demande d'être plus critique sur ce qui sort de la machine. Un comptable, il doit connaître naturellement non seulement ce qui s'imprime ou ce qu'il a sur l'écran, mais il doit par exemple de plus en plus comprendre et connaître tous les mécanismes dans la machine, dans la boîte noire, qui aboutissent à ce résultat. Et c'est pas le seul exemple. Donc par ce biais-là, il y a quand même la conscience que il faut, dans les compétences aujourd'hui, dans les compétences d'interprétation, d'analyse, on ne prend pas ce qui sort de la machine pour argent comptant,
et qu'il faut développer un rapport un peu critique au meilleur sens du terme, et que ça fait partie aussi du métier. Alors c'est peut-être une bonne... Enfin, si cette tendance se confirmait, c'est plutôt une bonne tendance, comme une sorte d'antidote aux tendances, effectivement, ou aux évolutions qu'on peut craindre. C'est ça qu'on a vu, qui est le plus connecté à votre préoccupation, qu'on a vu émerger dans les échanges. Oui. Une autre question, on enchaîne, il y aura une autre... Oui. Et puis, alors, alors, donc... J'aurais voulu revenir sur le self-care. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que vous entendez par self-care par rapport à ce que vous aviez dit? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle le self-care, c'est une tendance qui a émergé maintenant depuis plusieurs années, consistant à demander aux clients de faire eux-mêmes ce qui, par le passé, nécessitait l'intervention d'un collaborateur. Voilà. Alors, ce n'est pas nécessairement sous la forme... Les outils numériques ou digital ne sont pas nécessairement indispensables à cela. Il y a beaucoup depuis le temps que dans certains restaurants, une fois qu'on a mangé, on ramène nous-mêmes notre plateau. La tendance est ancienne. Mais il est vrai qu'avec les outils digitaux, dans le domaine de la souscription, dans le domaine de la gestion des contrats, changement d'adresse, en fait, toute une série d'actes où effectivement le client est enrôlé dans cette fonction-là, lui-même y trouvant un bénéfice parfois de temps, de disponibilité et de rapidité, l'entreprise y trouvant certainement un bénéfice en termes de réduction de ses coûts. Oui, c'est la grande idée de Félix Potin. Hein. Quand c'est le client qui remplit lui-même son caddie, ça coûte moins cher. Et si en plus de ça, il passe la scanette, ma foi, c'est tout bénéfice. Donc, parce qu'il est demandeur en plus. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Une autre question devant ? Oui, et puis... Bonjour, on assiste à une très forte évolution du métier de manager. On avait le manager expert, on a eu le manager coach, le manager médiateur. Et maintenant, on fait la promotion du management par ajustement mutuel. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est ce nouveau management? Alors, oui, une précision, c'est pas le... Dans la série que vous avez citée, il y a un autre nom qui émerge. C'est pas justement par ajustement mutuel, c'est servant leadership. S'il fallait en anglais pour l'instant, on attend la traduction. Voilà, s'il fallait compléter la collection de noms que vous avez cités. Et c'est vrai que dans la culture ancienne de l'assurance, servant leadership, ça ressemble un peu à un oxymore. Hein. Comment un chef peut-il être serviteur de ses collaborateurs? Il ne faudrait peut-être pas pousser. Il ne faudrait quand même pas pousser. Eh bien, c'est dans cette faille, là, dans cette contradiction qu'aujourd'hui se développent effectivement de nouvelles approches qui consistent, pour le dire très, très simplement, c'est l'idée, c'est que le manager se mette au service du développement de son équipe. Mais c'est au-delà des effets de mode, c'est quelque chose d'extrêmement profond et sérieux. Il se trouve que ce servant leadership, on l'a rattaché dans notre présentation au terme d'ajustement mutuel parce qu'il nous semble que c'est une des illustrations de ce mode où effectivement on est dans un rapport dialogique, un rapport de dialogue, de compréhension, d'ajustement réciproque. Oui, sachant qu'on reviendra sur ce thème-là, alors avec une petite précision, mais alors c'est peut-être pour le plaisir d'être pointilleux, de considérer que ce n'est pas un métier, mais une fonction ou un rôle, et on aura l'occasion de revenir sur le concept de rôle tout à l'heure, à l'occasion de notre table ronde. C'est un rôle attribué, avec finalement qui place le manager dans l'idée non pas d'être dans une injonction directe de voilà, je te dis ce que tu as à faire et puis je te demande pas ton avis. Éventuellement, je te montre ce que tu as à faire parce que je suis maître dans la manière d'exécuter le métier, mais plutôt donner à ses collaborateurs les moyens des missions qu'ils se sont ensemble définis. Donc c'est une autre manière d'aborder la fonction de manager.